Exercice numéro 56, l'intitulé, c'est le calcul du déterminant d'un mathématicien qui s'appelle Hurwitz. Et on va voir que les méthodes pour calculer ce déterminant sont intéressantes. D'ailleurs, je les reproduirai dans d'autres exercices dorénavant. Alors, on reste dans le thème de l'exercice précédent qui est que si les coefficients d'un polynôme ont des propriétés, d'un polynôme, si les coefficients d'une matrice ont des propriétés, le déterminant de cette matrice va hériter de certaines propriétés de ces coefficients. Donc ici, on s'aperçoit que cette matrice, elle a un motif particulier puisqu'elle a que des b au-dessus, que des c en dessous et des coefficients diagonaux qui sont a priori quelconques. Alors on se dit, bah, si on arrivait à faire le ménage sur les coefficients du dessus ou sur les coefficients du dessous, on se ramènerait à des matrices triangulaires. Seulement justement, le problème c'est que comme nos opérations nous fonctionnent par ligne et par colonne, c'est pas facile de faire le ménage avec des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes. Alors là, il y a une idée que je trouve personnellement complètement géniale, c'est de regarder ce que devient ce déterminant quand on ajoute à tous les coefficients un paramètre. Donc j'ajoute sur la diagonale un paramètre x, mais pas que. Ce paramètre, je l'ajoute également à toutes les lignes et à toutes les colonnes. Donc la matrice, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est pour indiquer que j'ai des c plus x partout, au-dessus et au-dessous. Alors ce que j'aimerais, c'est de savoir que devient cette matrice, quelle propriété a cette matrice. C'est-à-dire, vu comme fonction de x, à quoi ressemble cette fonction de x? Alors on a déjà vu que dans un cas un peu similaire, on avait récupéré une expression qui était polynomiale de degré inférieur ou égal à n. Vous allez voir que le fait de rajouter juste x et pas un nombre fois x à chaque coefficient, ça va avoir des grandes conséquences. Alors, vous allez voir. Si je fais déjà des transvections pour nettoyer pas mal de x dans la matrice, je vais faire les transvections suivantes, c'est-à-dire à la deuxième colonne, je vais retirer la première, ce qui va retirer tous les x de la deuxième colonne. À la troisième colonne, je vais retirer la première, et je vais faire ces transvections-là jusqu'à la nème colonne. Qu'est-ce que je vais récupérer a priori comme déterminant? Alors sur la première ligne, la première ligne, sur la première colonne, qui n'a pas bougé, on va récupérer a1 plus x, c plus x, etc. c plus x. Sur la deuxième colonne, je vais récupérer quoi? Alors, je vais écrire la première colonne explicitement, et après, je vais arrêter d'écrire les autres. Alors, quand je fais la différence, je vais récupérer ici b moins a1. À cette colonne-là, on va récupérer a2 moins c. Et pour toutes les autres colonnes, on va juste récupérer quoi? Eh bien, comme on va avoir le c plus x ici, on va récupérer un certain nombre de zéros, même si, encore une fois, ça n'aura a priori pas d'intérêt dans ce que je vais faire par la suite. Donc là, je vais récupérer des zéros. Et ce qui va m'intéresser dans les autres coefficients, hormis le fait effectivement qu'on peut les calculer et qu'on va avoir des zéros probablement un petit peu partout, moi ce qui va m'intéresser, c'est que les coefficients que je récupère dans toute la suite de la matrice, eh bien ces coefficients-là ne dépendent pas de x. Donc moi c'est ça qui va m'intéresser. C'est que dans la matrice qui apparaît ici, une fois qu'on a fait les opérations qui sont indiquées ici, on récupère que les coefficients obtenus ne dépendent pas de x, et il n'y a vraiment que ça qui m'intéresse. Ne dépendent pas de x. Alors, maintenant j'ai plusieurs façons de faire pour montrer que cette fonction elle est très très simple. Une première façon, ce serait de développer ce déterminant par rapport à sa colonne, ici. Je vais récupérer a1 plus x fois un nombre qui ne dépend pas de x, moins c plus x fois un nombre qui ne dépend pas de x, plus c plus x fois un nombre qui ne dépend pas de x. Vous avez compris qu'en utilisant cette formule de développement du déterminant par rapport à une colonne, on va récupérer une combinaison linéaire de fonctions affines, donc une fonction affine. Donc là, on voit que cette expression-là est affine par rapport au paramètre x, est affine par rapport à x, et ça, on l'obtient simplement par un développement par rapport à la première colonne.
Alors vous allez me dire, ben, on n'était pas non plus obligé de développer par rapport à la première colonne. On pouvait aussi utiliser la linéarité du déterminant par rapport à la première place. Et je vais vous dire, oui, effectivement. Si vous utilisez la linéarité du déterminant par rapport à la première place, qu'est-ce que vous récupérez? Donc je l'écris, ben, je vais déjà récupérer la première colonne, donc cette colonne-là, multipliée, enfin, complétée par la partie que j'ai indiquée en rose ici. Donc là, vous notez que le déterminant qu'on obtient ne dépend pas de x, puisqu'aucun de ces coefficients ne dépend de x, plus le déterminant que j'obtiens en remplaçant la colonne de x, mais le x, comme il est en facteur sur toute la colonne, je peux le factoriser toujours par linéarité par rapport à la première colonne. Là, je vais récupérer une colonne de 1, et là, je vais récupérer la portion de matrice qui est rose ici, qui ne dépend pas non plus de x. Moralité, ici j'obtiens un nombre qui ne dépend pas de x, ici j'obtiens un nombre qui ne dépend pas de x, je réobtiens par un autre biais que cette fonction est évidemment une fonction affine. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que lorsqu'on ajoute à tous les coefficients de la matrice x, on obtient une fonction affine. Donc cette fonction est une fonction affine par rapport à x. Diablement intéressant vu le contexte. Et je pense que vous avez tout de suite vu en quoi ça pouvait être. Là, je me suis contenté de réécrire la conclusion de ce qu'on a fait juste avant. Cette fonction est affine par rapport au paramètre x. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, pour connaître ce déterminant, qui est égal simplement à cette fonction évaluée en 0, il suffirait de calculer le nombre bêta. Mais comme c'est une fonction affine, si je suis capable de calculer alpha et bêta, je serai capable de calculer n'importe quelle valeur de x, en particulier la valeur 0. Bon, connaître une fonction de la valeur de x, ben, je vais évaluer évidemment ce qui se passe pour des valeurs de x particulières. Si je suis capable de calculer cet objet-là pour deux valeurs de x particuliers, je saurai calculer alpha et bêta. Alors on y va. Si j'évalue par exemple en ce qu'il faut pour tuer tout ce qui se passe au-dessus de la diagonale, ben, il suffit que je remplace x par moins b. Donc si je remplace ici x par moins b, qui est bien un nombre réel, qu'est-ce que je veux obtenir? Le déterminant que je vais obtenir ici, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Puisque ce terme-là est identiquement nul, je récupère le déterminant d'une matrice triangulaire. Donc ici, ça va être les AK moins B, où K est compris entre 1 et N. Et ça va être égal à bêta moins alpha B. Vous avez compris le truc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ma deuxième valeur? Ben, je vais exploiter la deuxième partie de la matrice. Je vais remplacer x par moins c. Ce qu'on va récupérer, c'est le produit pour k variant entre 1 et n de ak moins c. Et ça va être égal à bêta moins alpha c. On récupère donc un système de deux équations à deux inconnus. L'objectif, a priori, hein, c'est quand même juste de calculer bêta. Donc, moi, je ne vais pas calculer alpha, il ne m'intéresse pas, hein, puisque l'objectif, c'est de regarder ce qui se passe quand x est égal à 0. Donc maintenant, je vais exploiter les deux équations qui sont ici pour éliminer alpha de ma relation et récupérer bêta. Donc pour éliminer alpha de ma relation, je vais multiplier cette relation-là par c, par exemple. Donc je vais calculer c fois la relation 1. Et cette relation, je vais la multiplier par b. Comme ça, je suis sûr que j'aurai le même poids pour alpha, bc, bc. Et je vais en calculer la différence. Donc ce qu'on va récupérer, c'est donc c fois cette relation, donc c fois le produit pour k variant entre 1 et n des ak moins b, moins b fois cette relation, donc moins b fois le produit pour k variant entre 1 et n des ak moins c, et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à c fois ça moins b fois ça. Si je mets en facteur bêta, je vais récupérer bêta facteur de c moins b. J'ai donc trouvé la valeur de bêta, mais la valeur de bêta, c'est la valeur du déterminant delta n, puisque c'est la valeur de ce terme-là lorsque x est égal à 0. Je peux donc conclure que delta n va être égal à 1 sur c moins b multiplié par c produit pour k variant entre 1 et n des ak moins b
moins B multiplié par le produit quand K varie entre 1 et N des AK moins C. Voilà mon déterminant de Hurwitz. Évidemment, ça c'est lorsque B est différent de C, hein. C'est la première partie de la question. On regarde ce qui se passe lorsque les deux paramètres sont différents. Et on voit bien que lorsque B est égal à C, cette méthode va poser un problème, puisque pour déterminer cette fonction affine, il faut la connaître en deux points. Et là, le point qui permet de supprimer ce qui se passe au-dessus et qui permet de supprimer ce qui se passe en dessous, ça sera le même. Donc cette méthode va poser problème. Il va falloir réagir différemment. Pour cette deuxième question, on nous demande d'en déduire ce qu'il se passe lorsque B est égal à C. On aimerait calculer le déterminant lorsque B est égal à C. Alors moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont est posée la question. C'est en utilisant le calcul précédent, euh, calculer le déterminant lorsque B est égal à C. Donc ça veut dire que je vais utiliser la formule lorsque B est différent de C pour obtenir le résultat lorsque B est égal à C. Et moi, je vois qu'une seule façon d'utiliser cette formule, c'est de faire tendre B vers C dans cette relation. Alors, lorsque B tend vers C, je pense que je peux m'en sortir pour calculer la limite de ce truc-là, même si ça n'a pas l'air jojo. Mais là, par contre, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais tendre B vers C? C'est-à-dire que, est-ce que je peux passer à la limite dans le déterminant? C'est-à-dire, est-ce que le déterminant est un objet continu? C'est justement ce qu'on va voir. Alors déjà, on va poser le problème. Et comme d'habitude, quand j'ai à calculer une limite, je préfère me ramener à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser dans le déterminant originel, je vais poser C va être égal à B plus H. Et l'objectif, ça va être de faire tendre H vers 0. Donc le déterminant que j'ai à calculer devient une fonction de H. D'ailleurs, je vais le noter comme une fonction de H. Sur la diagonale, j'ai les AI, ça ne change pas. Au-dessus de la diagonale, j'ai les termes B. Et en dessous de la diagonale, je vais avoir les termes B plus H. Donc ce déterminant, je sais le calculer dès lors que H est un nombre réel qui est différent de 0. Donc je vais supposer que H est différent de 0. Et lorsque H est différent de 0, je peux utiliser la formule qui est là. Donc en remplaçant C par B plus H, je vais récupérer donc 1 sur H. Facteur 2, alors là je vais remplacer encore une fois C par B plus H. Et là je m'aperçois en fait que j'ai une fonction qui intervient, c'est la même qui est évaluée ici en B ou en C. Donc je vais dire que ça c'est B plus H multiplié par alors, une fonction que je vais appeler P parce qu'elle va être polynomiale, donc P de B moins B multiplié par P de B plus H, et ce que j'appelle P de X si vous préférez, c'est le produit pour K variant entre 1 et N des AK moins X. Donc là j'ai juste dit que ça c'était P de B, ça c'était P de C, et ça quand je remplace C par B plus H, j'obtiens cette relation-là, même si le H apparaît pas très simplement. Je le réécrirai tout à l'heure. Donc là, c'est B plus H. Donc je me dis, pourquoi pas faire ça et faire tendre H vers 0. Si j'arrive à démontrer qu'en faisant tendre H vers 0, j'obtiens bien le déterminant avec B au-dessus, B en dessous, ce qui induirait que cette fonction est continue par rapport au paramètre H, j'aurais plus qu'à calculer la limite de ce terme-là. Et là, faire des calculs de limite, je sais faire, j'ai des tas d'outils pour faire ça, comme les équivalents, la formule de Taylor, enfin, je manque pas d'outils en tout cas. Donc, je m'ouvre la porte en disant, est-ce que ce déterminant-là est continu? Alors, moi, je vais même me permettre de montrer une propriété plus générale. Je vais considérer le déterminant, un déterminant de taille nn dont les coefficients dépendent d'un paramètre h. Donc, je considère un déterminant où tous les coefficients sont des fonctions de h. Bon, ce qui est le cas ici, hein, puisque là j'ai des fonctions qui sont constantes par rapport au paramètre h. Hein. Donc évidemment, le déterminant qui est au-dessus, il rentre complètement dans le cadre de ce que je suis en train de faire. Et j'aimerais démontrer que si les fonctions a, i, j sont des fonctions qui sont continues en h, donc les fonctions qui a h associées a, i, j de h sont des fonctions qui sont continues sur R, j'aimerais montrer que le résultat de ce déterminant est continu sur R. Alors là, vous allez me dire, mais comment faire cela alors qu'on n'a pas de formule pour le déterminant? Eh bien ça, c'est un travail pour le développement du déterminant par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne. Je m'explique. Si je raisonne par récurrence et que je vois ça
comme la propriété P de n, qui dit que si toutes les fonctions coefficients sont continues, alors le déterminant de la matrice nn qui en résulte sera continu. Vous remarquez que la propriété que je viens de citer, que j'appelle P de n, est vraie pour n est égal à 1, puisque pour n est égal à 1, le déterminant que j'obtiens se réduit à un seul coefficient, qui est une fonction continue par hypothèse, donc le déterminant que j'obtiens est continu. Donc la propriété P de 1 est vraie. Pour passer de P de n-1 à P de n, pour traiter l'hérédité, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais simplement développer ce déterminant par rapport à la première ligne, par exemple. Donc là, j'écris la formule du cours. Ça va me donner la somme pour, alors je regarde ce qui varie, comme je développe par rapport à la première ligne, ça va me faire la somme pour k variant de 1 à n de a1k de h, multiplié par moins 1 puissance k plus 1, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne du coefficient qui est contenu à la première ligne et à la k-ième colonne. Là, je me ramène à un déterminant de taille n-1, n-1, dont les coefficients sont des fonctions qui sont continues. Donc, par hypothèse de récurrence, cette fonction-là, elle sera continue sur R. Or, les fonctions qui sont ici sont également des fonctions qui sont continues sur R. Donc, ceci est un produit de fonctions continues sur R. Ceci est donc une somme de fonctions continues sur R. Le résultat est donc une fonction continue sur R. Vous avez vu à quel point cette formule, elle est agréable pour pouvoir proposer des raisonnements par récurrence. Et là, on vient de démontrer par récurrence que si vous avez une matrice de taille nn dont tous les coefficients sont des fonctions continues, alors le déterminant est encore une fonction continue, simplement en effectuant un raisonnement par récurrence. Moralité, qu'est-ce que je viens de démontrer là? Je viens de démontrer que la limite, du coup, lorsque h tend vers 0 de mon déterminant delta h, eh bien, c'est delta 0, puisque cette fonction est continue sur R, donc en particulier continue en 0. Donc, la limite de delta h lorsque h tend vers 0, c'est le déterminant que je veux calculer, puisque lorsque h est égal à 0, j'obtiens le déterminant avec des b au-dessus, des b en dessous, et les coefficients diagonaux qui sont ici. Moralité, si je suis capable de calculer cette limite-là, j'ai gagné. Bon, alors on va passer au calcul de limite. Alors, déjà, est-ce que les limites usuelles, ça permet de conclure, hein? Ça tend vers B, donc ça va tendre vers B, P de B, et ça tend vers B, P de B, puisque P c'est un polynôme, c'est continu. Donc le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, on a une forme indéterminée, la forme 0 sur 0. Bon, moi je vous avais donné un plan d'attaque inattaquable pour calculer des limites. C'est, une fois qu'on a observé la forme indéterminée, regardez à quelle vitesse les termes tendent vers 0. Alors, celui-là, c'est facile, il tend vers 0 à la vitesse de h. Donc, moi, je vous ai dit, dans ces cas-là, il suffit de développer ce terme-là jusqu'à un petit taux de h. Voilà, si je calcule un développement limité à l'ordre 1 de ce terme-là, c'est gagné. Ça, c'est déjà un développement limité à l'ordre 1, puisque là, j'ai un terme qui est affine en h. Donc, il me suffit de développer ce terme-là à l'ordre 1. Là, je vais appliquer la formule de Taylor. P de B plus h. Si j'applique la formule de Taylor-Young en B, puisque cette fonction P est polynomiale, elle est de classe C infini, je récupère donc directement par application de cette formule de Taylor-Young P de B plus P' de B h plus un petit taux de h en 0. Donc si je multiplie par B, je vais récupérer par moins B plus exactement, je vais récupérer moins B P de B plus h va être égal à moins B P de B moins B P' de B fois h plus un petit taux de h, puisque le petit taux de h, si vous le multipliez par moins b, ça n'a pas d'impact. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant que j'ai mon développement de ce terme-là à l'ordre 1, il suffit que j'ajoute le terme qui est ici. Le terme qui est ici, c'est en fait bp de b plus h p de b. Donc, moins b p de b plus h. Donc, je sais que là, le calcul va lever la forme indéterminée. On n'a plus qu'à calculer. Donc le bp de b que j'ajoute ici va se simplifier avec celui-là, donc ça disparaît. Et le terme ici qui est en facteur de h, il va s'ajouter avec ce terme qui est facteur de h. Donc on va récupérer p de b moins b p' de b, ceci fois h,
plus un terme négligeable devant h. Donc là, je viens de calculer le développement limité de ce terme-là à la précision d'un petit o de h. Normalement, c'est suffisant pour conclure. Effectivement, si je multiplie le résultat par 1 sur h, je récupère donc que mon delta h qui est là va donc être égal à 1 sur h fois ce terme-là. Et regardez, c'est magique. Pardon, c'est pas magique. Hein, on a démontré une fois pour toutes que ce que j'ai dit fonctionnait. Donc il n'y a rien de magique, c'est juste ça fonctionne, point. Je récupère donc en divisant par h que j'obtiens ce terme constant plus un terme qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc lorsque je fais tendre h vers 0, je récupère donc P de B moins B fois P' de B. Donc on vient de démontrer que le déterminant qui est là lorsque j'ai le même coefficient au-dessus et en dessous, c'est ce polynôme-là évalué en B, moins B fois ce polynôme dérivé évalué en B. Et c'est déjà fini. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez vu que quand les coefficients ont des propriétés, le déterminant va hériter de certaines de ces propriétés. Là, on voit que la continuité, ça passe bien. Est-ce qu'on pourrait juste voir si la dérivabilité, ça passe? Imaginons que je prenne des fonctions coefficients qui sont dérivables. Si je me limite à un déterminant de taille 1, j'obtiens donc que mon déterminant, c'est ce coefficient, donc c'est dérivable. Je suppose la propriété au rang n, moins 1, et je montre la propriété au rang n. Cette formule de développement par rapport à la première ligne raconte quoi? Ça, c'est une fonction dérivable, ça, c'est une fonction dérivable par hypothèse de récurrence. J'ai un produit de fonctions dérivables, j'ai une somme de fonctions dérivables, j'obtiens un objet dérivable, d'où la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Donc on voit que cette formule de développement par rapport à une ligne est une machinerie à récupérer des propriétés sur le déterminant en fonction des propriétés de ses coefficients. À méditer.